C'est triste à dire, mais l'histoire montre que la guerre a toujours été un moteur pour l'émergence de nouvelles technologies. Ce sont d'abord les armes qui sont mises au point, et ce n'est qu'ensuite que l'on cherche comment appliquer ces avancées militaires à des usages civils. Et il se pourrait bien que la bombe au hafnium suive exactement ce même parcours. Bonjour à tous! L'humanité se trouve actuellement au tout premier pas du développement de la bombe au hafnium, et déjà, elle trébuche après seulement quelques mètres. Cela dit, s'il n'existait pas une possibilité, mais minime, de créer à partir d'un isotope nucléaire de hafnium une arme idéale aussi puissante qu'une bombe atomique, jamais on n'aurait lancé une tentative aussi modeste que celle-ci. Bienvenue sur Perduchan. Abonnez-vous pour être prévenu de la sortie de nos nouvelles vidéos. Passons ensemble un moment stimulant pour l'esprit. C'est parti! Introduction très simple à la physique nucléaire. Avant d'aborder la question de la faisabilité d'une bombe au hafnium, il serait utile de revoir brièvement les bases de la physique nucléaire. Rassurez-vous, nous laisserons de côté les détails trop complexes pour ne pas vous faire exploser le cerveau. Cela dit, il est important de se remémorer un peu la structure de base de l'atome. Comme vous le savez, au centre de l'atome se trouve un noyau composé de protons chargés positivement et de neutrons. Autour de ce noyau gravitent les électrons, bien plus légers et chargés négativement, suivant différentes trajectoires. Si ces électrons ne s'échappent pas du noyau, c'est parce qu'ils sont retenus par une force électrostatique d'attraction. Sans entrer dans les détails, sachez que les électrons occupent différents niveaux d'énergie. Pour faire simple, on peut dire qu'ils se répartissent sur plusieurs orbites. Plus une orbite est proche du noyau, plus son niveau d'énergie est bas. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque niveau d'énergie ou orbite ne peut contenir qu'un nombre précis d'électrons. Par exemple, un atome d'hydrogène possède un seul électron, tandis qu'un atome d'hélium en a deux. Le troisième électron de l'atome suivant, le lithium, ne peut pas rester sur cette même orbite et passe donc à une orbite supérieure, c'est-à-dire à un niveau d'énergie plus élevé. Le deuxième niveau d'énergie peut contenir jusqu'à 8 électrons. Ainsi, le 11e électron du sodium va occuper la 3e orbite. Les électrons sont donc des entités plutôt volages. Lorsque tous les électrons sont à leur place sur les orbites stables, on parle de l'état fondamental de l'atome. Et c'est justement à partir de là que notre sujet sur les isomères nucléaires va vraiment commencer. Juste avant, il faut savoir qu'il est possible, en envoyant une impulsion d'énergie, de faire temporairement monter un électron à un niveau d'énergie plus élevé. L'atome entre alors dans ce qu'on appelle un état excité. Et c'est là que ça devient intéressant. Après un certain temps, l'électron redescend sur son orbite d'origine en libérant l'excès d'énergie sous forme de photon, c'est-à-dire un quantum d'onde électromagnétique. Ce phénomène se produit aussi, presque à l'identique, à l'intérieur du noyau de l'atome. Le noyau contient lui aussi des protons positifs et des neutrons, deux particules qu'on regroupe sous le nom de nucléons. Ces nucléons sont maintenus ensemble par la force nucléaire. Comme les électrons, les nucléons suivent eux aussi des mouvements qui les répartissent sur différentes orbites selon leur énergie. Ainsi, lorsqu'une impulsion d'énergie parvient au noyau, un proton peut être projeté vers une orbite d'énergie supérieure, et le noyau passe alors de l'état fondamental à l'état excité. Au bout d'un moment, ces protons retournent à leur niveau d'origine, libérant l'énergie excédentaire sous forme de photons. Et voici le point crucial. L'énergie libérée par un proton revenant à son état fondamental est des millions de fois plus intense que celle produite par une transition électronique. Autrement dit, dans ce cas, le noyau émet des rayonnements gamma très énergétiques. Qu'est-ce que le hafnium et comment obtient-on son isotope isomérique? Pourquoi parle-t-on ici du hafnium et de ses isomères? En réalité, ce qui nous intéresse ici, ce sont les isomères nucléaires. Des noyaux atomiques capables de rester pendant une durée relativement longue dans un état excité ou quasi stable. Et ce qu'il y a de plus fascinant, ce sont les isomères, dont l'état excité peut durer de 10 exposant moins 6 secondes à plusieurs années. Lorsqu'on note un isomère nucléaire,
on ajoute une petite lettre M à l'isotope de base. Sans entrer dans les arcanes de la physique nucléaire, ce qui a particulièrement captivé les chercheurs, ce sont ces isomères à longue durée de vie capables de stocker une grande quantité d'énergie. On a découvert que l'énergie emmagasinée par un isomère nucléaire à longue durée de vie peut rivaliser avec celle libérée lors d'une réaction nucléaire. Et parmi tous les éléments, c'est le hafnium qui présente la capacité de stockage énergétique la plus élevée. L'énergie correspondant à la différence entre l'état fondamental et l'état excité peut être calculée à partir de cette formule, et elle atteint environ 2,5 millions d'électronvolts. Autre avantage de taille, l'isomère nucléaire 178M2HF, hafnium 178 métasable de second niveau, a une demi-vie de 31 ans. Certes, cette énergie est bien inférieure à celle libérée par le noyau d'uranium-235 utilisé dans les centrales nucléaires actuelles, qui atteint environ 200 millions d'électronvolts. Cependant, là où les isotopes de l'uranium ne peuvent se fissionner qu'une seule fois, ceux du hafnium peuvent changer d'état à de multiples reprises. En d'autres termes, le 178M2HF peut fonctionner comme une véritable batterie énergétique. Une bombe au hafnium idéale ? Supposons que l'on dispose d'1 kg d'isomère nucléaire de hafnium. Théoriquement, l'excitation de cet hafnium libérerait 370 000 kWh, soit suffisamment pour alimenter un petit chalet pendant plusieurs décennies. Pourtant, deux problèmes majeurs se posent. Le premier est comment amener hafnium à l'état excité. Le second, comment extraire cette énergie. Sur le papier, le premier problème pourrait se résoudre en bombardant le hafnium par un flux de rayons gamma d'une puissance suffisante. Mais cette voie n'a pratiquement pas été étudiée et en l'état, elle n'est pas exploitable. Il existe toutefois une seconde méthode pour produire l'isomère 178M2HF. Elle consiste à tirer parti du flux intensif de neutrons produits lors du fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Hélas, l'efficacité de cette méthode est quasiment nulle. Concrètement, avec ce procédé, on obtient, en un an, qu'environ 1 microgramme de 178M2HF à partir d'1 kg de hafnium ordinaire. Bien sûr, on pourrait construire un réacteur spécialement dédié à la production de cet isomère, mais un tel appareil reviendrait à un coût astronomique. On pourrait croire que l'impasse est totale, mais les chercheurs ont envisagé une troisième voie pour exciter le hafnium. On sait qu'un noyau déjà en état excité peut, lorsqu'un photon externe passe à très courte distance, émettre à son tour un quantum d'énergie sous forme de photon. Et le photon émis par le noyau excité se propage exactement dans la même direction que le photon incident venu de l'extérieur. Ce phénomène s'appelle l'émission stimulée. C'est le principe de fonctionnement des lasers. Dans le cas du hafnium, si un photon d'une énergie d'au moins 2,446 mégaélectronvolts passe à proximité d'un noyau de 178 M2HF, le noyau se désexcite instantanément, libérant son énergie. Ce photon émis peut alors provoquer la désexcitation d'un autre noyau voisin. Ainsi se produit une avalanche de transition du noyau de hafnium, de l'état excité vers l'état fondamental. C'est ce processus en chaîne que nous appelons une explosion. Une estimation simple montre que l'énergie libérée par l'explosion d'un hafnium pur équivaut à environ 1/60 de celle d'une même masse de plutonium militaire. Autrement dit, une bombe au hafnium serait moins puissante qu'une bombe nucléaire classique, ou bien elle devrait être beaucoup plus massive pour obtenir la même puissance. Décevant ? Attendez toutefois un instant. Un avantage important de la bombe au hafnium est qu'elle n'a pas de masse critique. En théorie, pour détruire un bâtiment de 2 étages, il suffirait d'allumer une allumette contenant du hafnium, ou même de tirer une balle au hafnium depuis une arme à feu. De plus, l'explosion d'une grenade contenant 500 grammes de hafnium correspondrait à l'explosion de 150 000 kg de TNT. Imaginez l'ampleur d'une telle puissance. Mais l'atout du hafnium ne se limite pas à sa force explosive. En effet, après l'explosion, il resterait sur le site du hafnium stable, donc non radioactif. Une bombe au hafnium serait donc propre. Elle ne laisserait pas de contamination radioactive sur le champ de bataille. Autant dire que, du point de vue militaire, ce serait une arme idéale.
Toutefois, pour déclencher cette explosion, il faut que les photons interagissent à une distance extrêmement proche des noyaux d'hafnium. À l'heure actuelle, un dispositif capable de produire cela n'existe que sous la forme d'un gigantesque laser à rayons X s'étendant sur plusieurs kilomètres. Les tentatives de fabrication d'une bombe au hafnium. Malgré une série d'arguments apparemment irréfutables prouvant qu'il est impossible de fabriquer une bombe au hafnium, beaucoup n'ont pas su résister à la tentation que représentait son potentiel explosif. C'est ainsi qu'en dépit de toutes les difficultés, certains ont décidé de tenter l'aventure de la bombe au hafnium. L'un des premiers projets de ce genre fut mené à l'Université du Texas, à Dallas, sous la direction de Carl Collins. Le principe était simple. Irradier un minuscule échantillon de l'isomère nucléaire 178 M2HF à l'aide d'un dispositif à rayons X fabriqué par ses soins. Carl Collins annonça avoir exposé cet échantillon pendant plusieurs semaines, puis observé une faible émission de fond de rayons X, qu'il attribua au hafnium lui-même. Selon lui, cela signifiait que certains noyaux de hafnium excités étaient redescendus à l'état fondamental. Rassuré par ce résultat, Collins écrivit dans son rapport que le seul élément manquant pour déclencher une réaction explosive en chaîne était la puissance de l'émetteur. La communauté scientifique, dans son ensemble, accueillit ce rapport avec scepticisme. Mais une puissante organisation militaire américaine, disposant d'un solide budget, manifesta un grand intérêt pour ces travaux. Il s'agissait de la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. À partir de 1998 et pendant plusieurs années, l'armée investit plusieurs dizaines de millions de dollars dans un projet de développement d'une bombe au hafnium. Lors de vastes campagnes expérimentales, les générateurs de rayons X les plus puissants furent utilisés, mais aucune élévation significative du niveau de radiation autour des échantillons irradiés ne fut détectée. Plusieurs laboratoires nationaux américains furent mobilisés, notamment l'Advanced Photon Source, alors l'un des dispositifs à rayons X les plus puissants du monde, ainsi que le synchrotron du Brookhaven National Laboratory. Mais toutes les tentatives se soldèrent par un échec. En 2004, l'armée finit par jeter l'éponge et annonça officiellement la fin du financement du projet. Ainsi, selon certains médias américains, cette aventure autour de la bombe au hafnium fut l'un des échecs les plus retentissants de toute l'histoire de la science. Mais faut-il pour autant conclure que l'utilisation des isomères du hafnium comme source d'énergie propre et quasi inépuisable est une cause perdue? Les scientifiques, eux, ne sont pas de cet avis et estiment que tout n'est qu'une question de progrès technique. Et après tout, n'est-ce pas une bonne chose, dans un sens, que la fabrication d'une arme encore plus destructrice que la bombe nucléaire reste hors de portée? Mais à l'inverse, imaginez une sonde spatiale interstellaire alimentée par une petite quantité de hafnium. Ce serait une solution plutôt séduisante, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!